gagné 200 millions d'euros. Voilà l'estimation du salaire annuel de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. 100 millions d'euros net d'impôts, soit 6 300 SMIC par mois, le tout à 23 heures. Alors, ce n'est pas du tout un calcul ni un problème de maths, non. C'est une question philosophique posée par un prof de philo pas comme les autres qui enseigne aujourd'hui sur TikTok. Mbappé est le joueur de foot le mieux payé au monde. Mais est-ce qu'il mérite vraiment son salaire ? On mérite quelque chose si notre talent est en rapport avec la récompense ou le privilège. T'es excellent, tu mérites. Le mérite, ça peut aussi être tout simplement le mérite moral. Tu fais le bien, tu mérites. Là, on pense par exemple à Mbappé qui a reversé l'intégralité de sa prime du mondial, 350 000 euros, à une asso pour les enfants malades et handicapés. Donc on peut dire qu'il méritait de la gagner. Donc en résumé, t'es excellent, tu mérites. Tu t'es arraché, tu mérites. Tu fais le bien, tu mérites. Alors oui, il nous fait du bien, il nous divertit, il nous apporte du plaisir. Mais est-ce qu'il n'y a pas des métiers bien plus importants pour la société ? Ce qui définit le mérite, c'est pas la qualité d'un service, ni l'effort, ni même la morale, mais tout simplement la loi du marché. Si les gens sont prêts à payer pour voir Mbappé, alors il mérite son salaire. C'est un argument libertarien qu'on peut retrouver chez un philosophe comme Robert Nozick. La question du mérite en partant du salaire d'un joueur de foot, mais aussi celle de la sexualité en partant d'une publicité pour un yaourt. La démonstration est simple. On philosophe tous sans le savoir. C'est le credo de Lev Frankel qui est ce soir notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de votre livre paru chez Hachette Pratique et ce qui sera bien utile pour tous les bacheliers qui plancheront sur l'épreuve de philo. C'est le 14 juin prochain. On vous connaît mieux sous le nom de serial thinker, penseur en série. Ça fait un peu serial killer, mais c'est tout l'esprit un peu de votre approche de la philosophie. Exactement. C'est le côté un petit peu badass de la philosophie de Socrate qui a été considéré comme un serial killer, alors que c'était plutôt un serial thinker. Il a été condamné à mort pour avoir osé remettre en question la doxa, les opinions préconçues qui étaient en cours à Athènes il y a 2500 ans. La philo, c'est cool, et elle est partout. À l'insu de notre plein gré, parfois, par exemple, quand Danny Boone incarne un superchondriaque au cinéma, en réalité, il nous fait un peu réfléchir sur ce qu'on est prêt ou pas à faire pour amour. Bien sûr, parce qu'en fait, il nous fait réfléchir aussi sur le fait que la plupart du temps, on ne souffre pas forcément de ses désirs, mais au contraire, des systèmes de défense qu'on a mis en place contre nos désirs. C'est-à-dire que l'hypochondriaque, c'est quelqu'un qui a tout le temps peur de tomber malade. Et c'est une peur qui peut être légitime. On peut tomber malade, on peut attraper des microbes. Sauf que pour l'hypochondriaque, ça devient excessif. Et donc son système de défense lui pourrit la vie et l'empêche de désirer librement. C'est la scène où Danny Boone doit embrasser la fille qu'il aime et il ne peut pas. Parce qu'il a très peur des microbes qu'elle pourrait... Il a très peur d'être contaminé, donc il met du gel hydroalcoolique de partout. Et voilà, donc son système de défense l'empêche d'exprimer ses désirs finalement, et c'est exactement ce que dit Freud dans son introduction à la psychanalyse. Donc Danny Boone fait de la philosophie. Quand on va au cinéma voir un film de Danny Boone, potentiellement, on peut réfléchir à des questions existentielles. Exactement. L'idée, c'est de partir de références culturelles très populaires pour amener vers des grands textes. Et vous n'hésitez pas à faire le lien entre le rappeur Booba et Baudelaire, et sur une chanson précise qui date de 2002, Le bitume avec une plume. Il faut nous expliquer le lien. Alors, Baudelaire, il dit la chose suivante, il dit « Tu m'as donné de la boue et j'en ai fait de l'or ». C'est ce qu'on appelle l'alchimie poétique. Je pense que les élèves de première qui ont travaillé sur Baudelaire le savent bien. Et Booba, ce qu'il est en train de dire ici dans Bitume avec une plume, c'est cette idée-là qu'il est à la fois le bitume, on entend dans le mot bitume, on entend le mot beat, qu'on peut entendre dans le sens de la pulsion sexuelle, mais aussi dans le sens du rap, le beat, B-E-A-T, ce tempo très agressif, donc ici la pulsion de violence. Donc on a la pulsion sexuelle et la pulsion de violence dans le mot bitume, et aussi le bitume c'est la cité, c'est ce qui est lié au sol, et en même temps il dit je suis aussi une plume, c'est-à-dire qu'on me voit comme ça, il a l'air bodybuildé dans du gangsta rap, mais en fait, il est aussi la plume. La plume, c'est quoi ? C'est le stylo dont il parle dans la strophe juste avant. Mon stylo dans la terre, voilà. Je t'aurais sans rançon, soit sans rancune, je suis le bitume. Exactement. Avec une plume. Voilà, juste avant, mon stylo dans la terre. Et la terre, on retrouve la terre, le bitume. C'est toujours très pensé chez Booba, et toutes les sonorités sont interprétables aussi. Il joue énormément sur la sonorité. Dans le mot bitume, voilà, on peut entendre tous ces sens-là différents. Et effectivement, il oppose la violence de la cité à la plume, c'est-à-dire l'écriture. Il est en même temps un poète. Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Et donc il est en train ici de parler de la sublimation, ce que Freud appelle la sublimation, et qui a lieu aussi chez Baudelaire, quand il transforme la boue en or, c'est ça. C'est la sublimation, c'est-à-dire le fait de faire passer quelque chose de solide. En chimie, c'est ça, faire passer quelque chose de solide à l'état gazeux. Mais la métaphore,
c'est faire passer quelque chose qui est de l'ordre de la pulsion à quelque chose qui s'élève au-delà de la pulsion dans une expression esthétique, dans une œuvre artistique. Et donc ici, Bouba nous parle de la sublimation. Ça veut dire que l'enseignement aujourd'hui n'est plus tellement adapté à la jeunesse. Il faudrait réviser tous les programmes et remettre du Bouba dans tous les cours de philo. Alors, il ne faudrait pas remplacer Baudelaire par Bouba, pas du tout. Non. Non, certainement pas. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais il faut amener les élèves à... C'est ça, ce qu'il faut faire comprendre aux élèves, c'est qu'au lieu de leur amener du Baudelaire immédiatement comme ça, et ils sont désemparés face à ça, pour eux, ça leur paraît vieux, ça leur paraît dépassé, il faut leur montrer qu'ils sont déjà sensibles à la poésie quand ils écoutent du Bouba et qu'ils ont déjà du plaisir à écouter toutes ces figures de style que Bouba emploie. Et ensuite, on peut leur amener Baudelaire et leur montrer que Baudelaire faisait déjà ça au 19e siècle. Mais il ne faut pas faire les choses... Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire les choses. Et non pas... Voilà, il ne s'agit pas de remplacer, évidemment, toute la culture classique par de la pop culture. Mais la pop culture peut aider l'élève. C'est une porte d'entrée parce qu'il comprend qu'il est déjà sensible à quelque chose. Si vous êtes un serial thinker avec un succès considérable auprès des jeunes, c'est moins dû à vos écrits qu'à vos vidéos. Vous avez un compte TikTok avec énormément d'abonnements et des centaines de milliers de lycéens se sont abonnés l'an dernier, juste avant le bac philo. Et à la suite de ce bac, vous avez reçu des milliers de témoignages d'élèves qui ont non seulement pris plaisir à découvrir la philo, mais surtout qui vous ont restitué des notes incroyables. On voit quelques-uns des messages. Monsieur, j'ai eu 12 alors que toute l'année je me tapais des 9. Merci, bonjour, je voulais vous remercier. Grâce à vous, mon fils a eu 20 en philo. Il a révisé toutes les notions via vos posts. Merci pour votre travail. J'ai eu 18, je crois toujours que c'est une vanne, etc., etc. Les lycéens, leur mère, leur père vous remercient. TikTok, il faut le rappeler, limitait la durée des vidéos à 3 minutes et donc ça vous a obligé à résumer votre message et votre pensée à ce format-là. Aujourd'hui, on peut aller plus fort, c'est 10 minutes les vidéos TikTok, mais ça vous a fait faire un effort pour condenser vos raisonnements philo. Ouais, c'était vraiment un challenge que je me suis fait juste avant le bac. Moi, je faisais des vidéos sur YouTube avant, mais de manière assez confidentielle quand même, c'était quelques milliers d'abonnés. Et là, je me suis dit, je vais me lancer sur TikTok, on va voir ce que ça donne, tout le monde m'en parle. J'y croyais pas trop, parce que je pensais que TikTok, c'était vraiment un truc plutôt de divertissement. Et je me suis dit, je vais essayer, je vais m'enfermer pendant 2 semaines et je vais écrire tout le programme en 3 minutes par notion. Il y a 17 notions au programme, ça fait 1 heure en tout. Je me suis dit, voilà, je vais proposer ça, on va voir ce que ça donne. Et puis, ça a très bien marché. Mais moi-même, j'y croyais pas vraiment. Il n'y avait pas des notions qui résistaient au format des 3 minutes, sur lesquelles vous avez eu particulièrement... Des notions où j'ai un peu galéré. La notion de temps, c'est une notion très complexe aussi. Normalement, il faut passer du temps. Voilà. C'est le cas de le dire. Vous proposez votre livre en complément à vos vidéos, Lève, et il est construit notamment sur 17 notions abordées en terminale, l'art, le bonheur, la conscience. Et j'aime bien votre premier conseil que vous donnez dans le livre, c'est qu'il faut prendre la dissertation comme un film d'action avec un méchant et un gentil, avec 2 idées qui s'affrontent. C'est comme ça qu'il faut écrire. Peut-être pas forcément un méchant et un gentil, mais en tout cas avec 2 adversaires. Voilà. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de méchant et de gentil, justement. Et je crois qu'il y a de la pensée à partir du moment où il y a de la complexité. Ce qu'il faut, c'est montrer... c'est ça qui est intéressant dans l'exercice de la dissertation, c'est-à-dire qu'on va remettre en question une idée, la plupart du temps une idée préconçue, et on va se rendre compte que, dans une 3e partie, que en fait, c'est plus complexe que ce qu'on pensait. Mais il faut partir d'une opposition. Ce que je dis, c'est un sport de combat, la philosophie, au sens où, effectivement, il y a 2 adversaires. Se forcer à ne pas être d'accord. Mais voilà, exactement. Mais c'est ça qui... mais dans la vie aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire, si on ne rencontre jamais aucune adversité, on n'avance jamais et on ne progresse pas et on ne devient pas vraiment celui qu'on voulait être. Et il faut rencontrer un moment d'adversité. C'est ce que Hegel appelle la dialectique. La dialectique, c'est mettre en scène, c'est la mise en scène d'une opposition et le dépassement de cette opposition dans une pensée plus complexe. Avec ce livre, il y a un QR code qu'on peut flasher avec son téléphone portable qui renvoie à un quiz pour voir si on a bien révisé, si on est capable de passer le bac philo. Par exemple, que signifie le terme surmoi selon Freud? Alors, il y a 3 possibilités. C'est une censure qui filtre nos contenus mentaux, c'est une personne très sûre d'elle ou c'est une position sexuelle. Quelle est la bonne réponse?
Alors je laisse les... Moi, je dirais une Censure. position sexuelle. Ah, Censure. Censure, oui. C'est la censure dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire avec Danny Boone, c'est-à-dire finalement pour lui, sa maladie, elle est produite par cette censure qui l'empêche de désirer librement. Qu'est-ce C'est que le... intéressant parce qu'on dit tellement souvent dans les papiers de presse écrite notamment que tel politique n'a pas de surmoi. Maintenant, tout le monde Voilà. comprend. Ah oui, que c'est pas parce qu'il envisage une cabriole. Qu'est-ce que le stakhanovisme? Est-ce que c'est une démarche de développement personnel? Est-ce que c'est une religion d'Extrême-Orient ou une idéologie de propagande? Oui, c'est une idéologie de propagande. Du nom de Stakhanov. Voilà, mais ça mérite d'être rappelé parce que Ouais. effectivement, c'est des mots, des notions qu'on entend très régulièrement dans l'actualité et dont on n'est pas tous capables de sortir la définition immédiatement. Deux questions à poser. Un énoncé scientifique est-il réfutable? Là, Oui je ou vous non? attends, là. Un énoncé scientifique est-il réfutable? Oui, bien sûr. La science résulte de la discussion Bravo. et C'est ce de, que dit et Karl de Popper. l'échange. C'est exactement ce que dit Karl Popper. C'est ce qu'il appelle le réfutationnisme. C'est-à-dire ce qui fait la force d'un énoncé scientifique, c'est justement qu'il s'expose à la réfutation. C'est-à-dire qu'il s'expose à cette idée qu'on peut faire une expérience et finalement remettre en question ce qu'on pensait avant. Et c'est pour ça que la science progresse, au contraire des religions, par exemple. Et à contrario, un énoncé astrologique est-il réfutable? Non. Parce que Non, moi j'y crois dur comme fer. En fait, l'astrologie n'est pas une science. il ne s'expose pas à la réfutation. Ben voilà. L'énoncé astrologique, il n'est pas réfutable au sens où il serait vrai. Il n'est pas réfutable justement au sens où il ne s'expose pas à la réfutation, c'est-à-dire que un astrologue dira, je ne sais pas, Patrick Cohen, l'année prochaine, Il vous n'a allez pas la avoir une lune en grande année. verso, hein, je vous le dis. Et on peut l'interpréter ça de 1000 manières différentes. Quels que soient les événements qui vont se dérouler, vous allez pouvoir l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Et donc finalement, ça ne s'expose jamais à la réfutation et c'est pour ça que c'est jamais scientifique. La philo en mode badass, en jean et en t-shirt, c'est signé Lev Frankel. Et c'est depuis le 29 mars disponible aux éditions Hachette. Franchement, si vous passez le bac philo, ou quand bien même, si vous ne le passez pas, c'est pas la philo pour les nuls, mais c'est une bonne révision à tout âge J'aime de pas la trop vie. la comparaison avec la philo pour les nuls, parce que la philo pour les nuls, c'est construit un peu comme une... Enfin, je ne vais pas dire de mal de ce livre, mais c'est construit comme une histoire de la philosophie. Alors que là, c'est plutôt par notion et par problématique. Merci Donc, beaucoup. voilà. Vous restez avec nous, on va parler d'une notion cinématographique dans l'œil de Pierre. Si je veux jouer du paradoxe devant un philosophe, pourquoi pas, je vais vous parler d'un film qui traite d'un sujet auquel personne ne s'était attaqué, et pourtant, apparemment seulement, il est impossible de filmer plus grande banalité. De quoi parlons-nous? De la ressortie en salle depuis mercredi, avant-hier, d'un film de 75, signé Chantal Akerman, très grande cinéaste belge, disparue en 2015. Son titre, Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce, 1080, Bruxelles. Plutôt qu'une bande-annonce, une scène qui dit beaucoup des 3h20 du film. On est en fin de matinée et Jeanne Dillman, interprétée par l'immense Delphine Seyrig, prépare des escalopes panées. C'est un peu le coin cuisine, Babette. C'est cela, si j'ose dire, qu'on n'avait jamais montré. Chantal Akerman, alors âgée de 25 ans, filme l'activité presque 100 ans mort d'une ménagère pendant 3 jours. Le ménage, quelques courses, préparer le déjeuner, le consommer avec son fils, elle est veuve, faire la vaisselle, reménage, etc., etc. Chantal Akerman expliquait simplement sa démarche. Le film est fait à partir d'images de mon enfance que j'ai enregistrées. J'ai vu des femmes de dos, penchées, portant des paquets. Et si vous voulez, ce que je pense qui est différent un homme n'aurait pas fait ça, je pense. Un homme, parce que dès son enfance, on lui apprend que les vraies valeurs sont pas là, qu'on fait pas de l'art avec une femme qui fait la vaisselle. Et moi, j'ai pas pris le contre-pied consciemment, j'ai fait ce qui m'intéressait. Et ça donne le résultat de ce film. Je rappelle qu'on est en 1975 quand Chantal Akerman nous propose cela. Très peu de mots, des plans fixes, aucun effet, quasi aucune émotion, une sobriété aride. Et une Delphine Seyrig et son quotidien filmé un peu comme du Edward Hopper. Pour survivre financièrement, Jeanne reçoit des hommes l'après-midi. Là aussi, on fait sobre dans le film. Bonjour. Bonjour.
Le film ressort après qu'en décembre dernier, le magazine américain Sight and Sound, ayant consulté 1600 spécialistes du cinéma du monde entier, a désigné Jeanne Dielman comme le meilleur film du monde, dans un classement auquel le magazine se livre tous les 10 ans en changeant de panel. Meilleur film du monde devant Vertigo d'Hitchcock et Citizen Kane d'Orson Welles. Ça a fait bondir Éric Nuoff du Figaro, qui trouve que c'est interminable et sans intérêt, et ça a ravi Jean-Marc Lalanne des Inrocks, nos confrères du Monde, et j'avoue, moi. Moi, pourquoi ? Parce que cette première place, c'est simplement pour montrer comment le cinéma d'auteur, en poussant une démarche formelle et politique, peut signer une époque, toucher finalement des millions de femmes, les hommes aussi dans la foulée, et annoncer un changement du monde à venir. Delphine Seyrig l'avait senti à l'époque. C'est la première fois pour moi qu'on traite ce sujet. Voilà. Il est très rare qu'on vous propose un film dont le sujet n'a jamais été traité avant. Il y aura sûrement d'autres films faits sur ce sujet après celui de Chantal, mais Chantal est la première à l'avoir fait, à mon avis. Le sujet étant la femme d'intérieur, sa vie quand elle est chez elle. Il y a même des gens qui vous diront que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et des gens qui, en général, sont des hommes qui sont au bureau toute la journée, qui donc ne savent absolument pas ce qui se passe chez eux pendant la journée. Ah bah oui. Eh oui, tiens. Jeanne Dielman de Chantal Akerman, c'est en salle, et vraiment, ça doit se voir en salle. Il faut voir le quotidien en salle, et on peut philosopher derrière. Est-ce qu'on peut faire de l'art en filmant une femme qui fait la vaisselle ? Voilà. Ça, c'est une bonne question aussi de sujet de philo. Non, peut-être pas. Oui, c'est vrai que parfois les scènes du quotidien sont les plus... Si on arrive à les filmer sous un certain angle, on peut montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Au lieu de voir tout le temps du sensationnel, parfois c'est certaines choses justement qui paraissent triviales qui sont les plus importantes. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Lev Frankel d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, Jean-Louis Etienne, l'aventurier, explorateur, ancien médecin. Mais tout de suite, c'est l'heure du vu.